Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais revenir un peu dans le temps et où je vais vous parler plus exactement de sorties littéraires. Je sais que beaucoup de booktubeurs, booktubeuses préfèrent vous parler de ce qui va sortir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Dans mon cas, j'avais plutôt envie de faire l'inverse, de revenir en arrière et de vous parler des sorties qui m'ont interpellée durant ces 3 premiers mois, puisque oui, je vais vous parler exclusivement de janvier, février et mars. Donc si jamais vous connaissez certaines de ces sorties et qu'elles vous tentent ou que vous les avez lues, n'hésitez pas à vous en parler dans l'espace commentaire, histoire de me faire un petit peu vos retours. Si jamais vous êtes passé complètement à côté parce que beaucoup de sorties, on le sait, il y a énormément de livres qui paraissent chaque mois, c'est difficile de se tenir informé de tout ce qu'il y a, et encore plus quand on a beaucoup de centres d'intérêt ou beaucoup de types de récits qu'on apprécie. Donc si jamais certains de ces titres c'est la première fois que vous en entendez parler, n'hésitez pas non plus à me dire s'ils vous intéressent ou pas, peut-être que je pourrais, un de ces quatre, les acheter et vous faire des retours aussi. Autre petite précision que je tenais à vous faire, sachez que dans ces sorties littéraires qui m'ont intriguée durant du 1er janvier au 31 mars, il y en a une cinquantaine et je ne vais pas les lister tous ici parce que ça serait beaucoup trop long. Donc j'ai fait le choix de faire un article complet dans lequel vous allez retrouver les 50 titres sur mon blog. Et ici, je m'attarderai que sur 12 titres qui vraiment me tentent à fond les ballons. Donc si jamais l'article vous intéresse, vous retrouverez le lien en barre de description. Deuxième petite précision, je ne compte pas parler des livres que j'ai achetés. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de mettre en lumière 12 titres que je n'ai pas et que j'aimerais avoir dans l'immédiat ou un jour. Les livres que j'ai pu acheter durant ces premiers mois de l'année, vous allez les retrouver dispatchés sur 2 vidéos book haul, les 2 dernières qui viennent de sortir sur la chaîne. Vous les retrouverez facilement dans l'onglet vidéo de la chaîne. Et au pire, si vraiment vous avez besoin, je mettrai les liens, toujours, vous savez, sous la vidéo. Fidèle à moi-même, il y a à peu près tout. Vous allez avoir du roman jeunesse, de la littérature adulte, young adulte, vous allez avoir de la bande dessinée, du manga, des albums jeunesse même. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Pour des questions pratiques, je vais aller à l'essentiel. Je vais juste vous donner le titre du livre, une partie de son résumé. Pour ce qui est de savoir les maisons d'édition, les auteurs, autrices, sachez que, comme je vous l'ai dit, les informations sont en description et que la couverture du livre m'accompagnera pendant que je blablate. Donc il y aura facilement moyen de retrouver la maison d'édition et l'auteur ou l'autrice. Comme il y a 12 titres, on va commencer dès à présent. Le premier titre, c'est Noblesse oblige. Celui-ci, on en a donc beaucoup entendu parler, je pense en tout cas qu'on en a pas mal entendu parler, et en bien. Donc c'est ce qui m'a poussée à le conserver dans les titres qui me tentaient le plus, parce que j'avais un petit peu peur du côté sélection, même si je garde un bon souvenir de la sélection de Kirakas. C'est vrai que c'est pas un livre que j'ai gardé dans ma bibliothèque pour autant. Et j'avais un petit peu peur du côté télé-réalité, sélection. Néanmoins, il paraît que les retours sont très bons dans ce qui est le côté un peu politique, uchronie, donc science-fiction, réécriture de l'histoire, et qui va un petit peu plus loin que le bout de son nez. Par conséquent, je suis vraiment impatiente de pouvoir mettre mon nez dedans. Pour les plus curieux d'entre vous, sachez qu'on est dans un univers où la Révolution française n'a pas abouti et par conséquent nous sommes toujours sous la monarchie, notamment sous le règne de Louis XXI. Et en gros, diviser pour mieux régner, vous connaissez la chanson, la monarchie estime que ça serait pas mal intéressant de se faire bien voir de la société, et pour se faire bien voir, autant s'accaparer les codes de la télé-réalité, et parmi toutes les émissions en vogue que la monarchie finance ou participe, il y a Noblesse oblige, une espèce de compétition un peu bachelor dans laquelle plusieurs jeunes filles se
se réunissent pour trouver un bon parti dans la monarchie et l'aristocratie. Et parmi toutes les élues, il y a cette année Gabrielle, et la pauvre, elle est anti-royaliste. Seulement, elle va tourner l'histoire à son avantage et va se servir de ses accès dans Noblesse oblige pour essayer un petit peu de montrer le côté obscur de la monarchie, montrer les couacs, ce qui ne va pas, et faire un peu de l'espionnage. Néanmoins, il se pourrait que tout ne se passe pas comme prévu, et il se pourrait qu'elle tombe sur des dossiers plutôt brûlants. Par conséquent, je trouve que, comme je le disais en introduction, le côté de la sélection va un peu plus loin. J'ai l'impression qu'on est sur ce qui, moi, m'a davantage plu dans la sélection de Caracas. Et moi, j'avais beaucoup aimé les tomes 4 et 5, contrairement à beaucoup de personnes qui, eux, ont détesté ces tomes sur Evelyn. Moi, j'avais beaucoup aimé parce que, justement, on ne se contentait pas de la compétition, on allait davantage dans des questions politiques. Et voilà, des premiers échos que j'en ai eu, c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus poussé, de plus piquant aussi. Donc ma foi, moi qui suis fan d'histoire et de science-fiction, l'Uchronie est fait pour moi et j'ai hâte de pouvoir m'en faire ma propre idée. On va enchaîner avec le tome 6 de Percy Jackson de Rick Riordan. Je suis une grande fan de Percy Jackson, j'ai adoré, alors je sais que c'est très controversé encore une fois, mais je fais partie de ces personnes qui ont bien aimé les films, et ces films m'ont donné envie en fait de lire la saga, d'acheter les tomes et de me jeter comme ça pendant tout un été. J'ai lu les 5 tomes, voilà. Et depuis j'ai continué avec les Héros de l'Olympe. Je sais que j'ai dans ma wishlist les Travaux d'Apollon que j'aimerais énormément lire. Mais là, le 6e tome de Percy Jackson, c'est quand même un événement et une joie incroyable de pouvoir remettre mon nez dans la mythologie grecque et de revenir auprès de Percy, Grover et Annabeth. Donc je suis impatiente de pouvoir mettre la patte sur ce nouveau tome et de découvrir ce qui s'y passe, puisque manifestement Percy aimerait aller étudier à la fac, sauf que bah, c'est Percy Jackson, donc forcément ça va pas se passer comme prévu, et on veut bien l'aider à intégrer la fac à la seule condition qu'il récupère 3 objets. Et ce premier objet qu'il doit récupérer dans ce tome 6, c'est une sorte de calice. Un calice qui, semblerait-il, a un pouvoir un petit peu particulier puisqu'il rendrait immortelle toute personne qui boit dedans. Donc vous avez compris, Percy va se retrouver encore une fois sur les routes par monts et par vaux à essayer de récupérer tant bien que mal ce brave calice et obtenir la première signature sur les 3 qui lui permettrait d'étudier. Je vais m'arrêter là, c'est juste Percy Jackson quoi. J'ai juste très hâte de pouvoir replonger dans cet univers qui m'a fait énormément de bien. Je trouvais ça drôle, je trouvais ça rythmé. Je trouvais le côté intégrer la mythologie grecque dans l'époque contemporaine. Je trouvais que c'était une très très bonne idée. Donc j'ai hâte de savoir ce que Rick Riordan a préparé pour ce nouveau tome. Autre saga dont je suis très fan, qui fait partie en fait de ces souvenirs d'adolescence, jeune adulte, pour lesquels j'ai lu, relu plusieurs fois les tomes, même si c'était pas les miens, c'était ceux de ma sœur. Donc j'espère pouvoir un jour trouver les tomes d'occasion, soit en grand format, soit en format poche. Je parle des Chevaliers d'Émeraude, puisque Anne Robillard a décidé de sortir un tome 0 qui revient sur la jeunesse d'Onyx, notamment les tout premiers Chevaliers d'Émeraude, notamment la toute première invasion de l'empereur des insectes. Et on va découvrir en fait les premiers pas de ces chevaliers, on va découvrir comment l'amitié entre Onyx et Adrian est née. Donc je suis, ma foi, assez curieuse parce que je me dis que ça serait l'occasion de replonger dans les Chevaliers d'Émeraude, de relire les 12 tomes et de découvrir ce que Anne Robillard a créé pour ce tome 0. Parce que manifestement, beaucoup de retours que j'ai vu passer sur ce livre ont l'air d'être bons, voire excellents. Donc il a l'air d'être travaillé, soigné. On retrouve bien on va dire la personnalité assez particulière d'Onyx. Donc je suis
plus que ravie de savoir que ce tome existe et ouais, j'ai hâte de pouvoir lire tout ça. On va attaquer sur de la littérature jeunesse, notamment un livre qu'on a très peu vu passer sur les réseaux, à regret parce que je trouve que le résumé est assez intéressant, que la couverture est très jolie. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire dans ce livre, donc j'espère pouvoir un jour tomber dessus et avoir l'occasion de le lire parce que il me tente énormément. Je vous parle de La Maison à l'orée de la magie, il s'agit là d'un tout premier tome en plus de ça. Comme j'ai pas le résumé bien en tête, je vous propose tout simplement de lire celui de la maison d'édition. Ne m'en voulez pas du coup si je ne regarde pas la caméra mais que je regarde mon ordinateur. Neuf est une orpheline contrainte de voler dans la rue pour mériter le gîte et le couvert. Jusqu'au jour où elle dérobe un bibelot qui va changer sa vie. Une maison tenant dans le creux de la main et sur laquelle pèse une terrible malédiction. La rencontre avec ses habitants, un magicien sans pouvoir, un troll majordome ou une éminente cuillère en bois, ne se fera pas sans heurts. Concrètement, ce qui me plaisait dans ce résumé, c'était le côté... Déjà, c'était le titre, La maison à l'orée de la magie. Je trouvais qu'il était mystérieux et qu'il y avait cette petite pointe qui, je sais pas, qui poussait en fait à en savoir un petit peu plus. On est sur une histoire d'orpheline qui trouve un bibelot assez particulier puisque c'est une maison qui tient dans le creux de sa main. Donc je trouvais le concept assez intéressant et vraiment impactant. On parle de malédiction, on parle de sorcier, enfin d'un magicien sans pouvoir magique, donc forcément ça m'intrigue. On évoque ensuite un troll majordome et une cuillère en bois. Et c'est vraiment l'enchaînement entre le sorcier sans magie, le troll majordome et cette cuillère en bois. Je ne sais pas si c'est une cuillère en bois qui parle, je ne sais pas si c'est une cuillère en bois qui a quelque chose de particulier. En tout cas, elle est mentionnée et je sais pas, la combinaison, l'enchaînement et la combinaison de tous ces éléments me parlent, voilà, me donne le smile et me donne envie d'en avoir un petit peu plus. Donc ouais, j'espère pouvoir un jour le lire. J'enchaîne cette fois-ci avec un livre dont je sais d'avance qu'il va me plaire, puisqu'il est écrit par une autrice dont j'aime déjà sa saga principale. Il s'agit d'Emily de New Moon, le tome 1, de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Je l'ai dit, Lucy Maud Montgomery, je lui dois la saga Anne, donc forcément une nouvelle saga qu'elle estime, en tout cas que l'autrice estime être plus aboutie. C'est sa saga chouchou, elle a vraiment beaucoup aimé écrire Anne, mais elle a encore plus aimé travailler sur cette trilogie Emily New Moon. Donc j'avoue que je suis très intriguée parce que c'est vrai qu'Anne pour moi c'est vraiment quelque chose de conséquent et de très important. Donc si l'autrice aime encore plus cette nouvelle héroïne, je lui fais confiance et je me dis que ça va vraiment valoir le détour. Manifestement, Emily reprend un peu les codes de Anne, mais s'en détache totalement. Ça titille ma curiosité. On est là sur une héroïne, Emily Bird Star, qui se retrouve soudain arrachée à son foyer et confiée à de lointains parents, pétrie de règles et de traditions dans la digne et rurale demeure de New Moon. Mais cette petite fille, elle est plutôt indomptable, elle a l'air aussi mélancolique et taciturne puisqu'elle a un caractère un petit peu plus ombrageux par rapport à Anne qui était beaucoup plus solaire et lumineuse. Et en plus de ça, Emily a vraiment cet attachement à la langue, en fait, aux mots, et elle a très envie de devenir poétesse et s'y tient. Et entre tout ça se glisse encore une fois la plume magique de l'autrice, avec ses moments tranches de vie, avec ses rencontres, puisqu'on évoque aussi des amis qu'elle va se faire, Emily. Donc voilà, on retrouve, comme je vous le disais, les caractéristiques, un peu la magie Anne de Green Gables, mais avec quelque chose de plus déterminé, de plus ombrageux, de plus impactant. Donc manifestement, je suis impatiente de démarrer cette nouvelle saga.
poursuis ce petit top 12 des livres qui m'intéressent depuis le début de l'année et on va aller du côté de la littérature jeunesse, du côté d'un auteur dont j'avais lu un roman qui m'avait beaucoup plu à l'époque, Les Orphelins de Métal. Il s'agit de Padraig Kenny avec Stitch et qui n'a aucun rapport avec la petite boule de poils bleus de chez Disney. Stitch, qui est le personnage principal, vit avec son ami Henry dans un château isolé dont il n'est jamais sorti depuis qu'un brillant scientifique lui a insufflé la vie. Les jours s'égrènent jusqu'au moment où Gilles, le neveu du professeur, vient leur rendre visite. C'est un homme ambitieux qui rêve de sublimer les projets de son oncle, quoi qu'il en coûte. Mais quand une expérience tourne mal, Henry s'enfuit et Stitch n'a d'autre choix que de braver le monde du dehors et de s'élancer dans l'inconnu à la recherche de son ami de toujours. C'est un livre que j'ai découvert à travers une vidéo de Margot Liseuse et c'était un livre qu'elle avait lu avec sa fille et j'étais assez intriguée par la manière dont toutes les deux en fait elles avaient parlé de ce livre. Il avait l'air vraiment intéressant, sympathique, avec une petite ambiance un peu, j'allais dire un peu Halloween, un peu automne. Donc je pense qu'il sera parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Même la couverture a quelque chose d'un peu burtonien dans sa conception. Donc là, il y avait plein de mots-clés qui m'interpellaient, cette histoire de manoir isolé, le côté expérience, des expériences qui tournent mal, certes, mais on sent que Stitch n'est pas quelqu'un comme les autres. Il y a toute cette histoire de voyage, en fait, de découverte, d'exploration à faire pour retrouver un ami perdu. Ma foi, il y avait... Voilà, encore une fois, il y avait plein de petits éléments qui mis bout à bout, que ce soit dans le résumé, que ce soit dans les avis donnés par les uns et les autres, plein de petites choses qui me donnaient envie d'en avoir plus. Et ça a l'air d'être une histoire très touchante, amusante, un brin frissonnante. Donc voilà, j'en demande pas plus et j'espère pouvoir la lire un jour. Pour le livre suivant, je vais partir sur une autrice dont je viens à peine de terminer le livre, hier même d'ailleurs. Il s'agit de Michiko Aoyama. Je viens de terminer La Bibliothèque des rêves secrets que j'ai trouvé absolument excellent. Vraiment un très gros coup de cœur pour ce livre que j'ai trouvé humain, touchant, drôle, plein d'émotions, des petites... on va dire des messages et des thématiques qui sont très intéressants, qui m'ont moi interpellée et fait beaucoup de bien. Donc je vais rester sur une découverte de l'autrice et partir sur sa saga Café Marble, notamment avec le premier tome qui vient de sortir en poche en plus de ça. Il s'agit d'un jeudi saveur chocolat. Nous sommes dans la ville de Tokyo, il y a un café qui est caché sous les cerisiers le long de la rivière Meguro et qui accueille toutes sortes de mystérieux habitués. Chaque jeudi, Madame Cacao, comme la surnomment gentiment les employés, commande un chocolat chaud avant de s'installer à la même table en bois, proche de la baie vitrée. Et chaque jeudi, elle sort un délicat papier à lettres et se lance dans la rédaction d'une longue missive. Une routine immuable qui ne manque pas d'éveiller la curiosité du serveur. Jusqu'au jour où Madame Cacao éclate en sanglots devant sa tasse. De Tokyo à Sydney, c'est le début d'un voyage entremêlant 12 tranches de vie dans ce roman choral qui invite le lecteur à trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien. Concrètement, de ce que je comprends du résumé, on va retrouver un petit peu la méthode qui moi m'a énormément plu dans La Bibliothèque des rêves secrets. C'est qu'on est dans un roman choral tranche de vie. J'aime le tranche de vie, ça se voit dans les mangas, je viens de découvrir en plus minuscule il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je suis déjà une grande fan de ce qui est tranche de vie. Par contre, le roman choral, c'est vrai que j'avais un peu plus de mal du coup on est forcément sur un format un peu plus nouvelle. On a des chapitres très courts et on n'a peut-être pas forcément toujours le temps de s'attacher aux personnages ou à ce qui s'y passe. Tant que le café est encore chaud et la bibliothèque des rêves secrets m'ont prouvé que c'était possible de s'attacher même sur un court instant à des personnages avec des thématiques fortes. Donc ma foi, je vais faire confiance à l'autrice, je suis vraiment très curieuse de découvrir ce jeudi saveur chocolat. Et encore une fois, on est sur des thématiques ou des mots-clés, d'associations de mots-clés qui moi forcément me piquent niveau curiosité.
On parle de Tokyo, de petits cafés. Rien que le surnom Madame Cacao, moi, me vend du rêve. On a cette histoire aussi de lettres envoyées, donc on nous parle de Tokyo, de ciné, de voyage. Ma foi, je pense que je passerai un excellent moment avec ce roman. Je vais enchaîner avec un livre qui a fait parler de lui puisque ça fait partie de ces livres qui ont beaucoup percé sur les réseaux sociaux. En tout cas, le temps où on pouvait le trouver parce que quand j'ai voulu me le prendre, moi, alors, je vais répéter cette histoire pour un autre livre que je vais vous présenter un peu plus loin, mais quand j'ai voulu les acheter, et ben il n'y en avait plus. Alors je ne sais pas si un jour ils ressortiront en brochet, s'ils sortiront directement en poche, je l'espère. Peut-être que je les trouverai un jour en occasion, sait-on jamais. En tout cas, je vais vous parler de Porcelaine sous les ruines. On est sur l'histoire d'Alba qui a été bannie sur Terre par sa faction, les génies, parce qu'apparemment elle a accordé trop de vœux aux humains. Après une longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Whitmore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter des convoitises, notamment de l'archipel voisin qui lui est très puissant certes, mais surpeuplé. Alors le conseil de cet archipel voisine envoie chez Lady Whitmore un émissaire aussi détestable que ses divisants, un certain Lethan Alcor. Tout juste élu conseiller, Lethan a une mission cruciale, percer le secret de la richesse d'Hibernia, et pour y parvenir, sachez qu'il est prêt à user de tous les stratagèmes possibles sur Alba et les habitants. Ce livre, il m'intriguait, ne serait-ce que le titre, la couverture. Il y a beaucoup d'éléments dans le résumé qui piquent ma curiosité, le fait que cet archipel du nom d'Hibernia était autrefois l'Irlande. J'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup l'Irlande et l'Écosse en général, donc je sens qu'on a affaire un peu au folklore, aux légendes, à la terre celtique en général. On a une histoire de génie et de vœux à accorder, d'exil, d'une jeune femme qui trouve une nouvelle famille et qui semble être déterminée à les protéger en fait. Et à côté, un empire qui arrive avec ses gros sabots, notamment un émissaire plutôt particulier qui est déterminé à prouver qu'il n'a pas eu son poste dans une pochette surprise, qu'il le mérite et qui va donc donner dans le zèle pour essayer de réussir sa mission parfaitement. Donc je me suis dit il y avait des choses qui m'intriguaient, il y avait des bons retours. J'ai pu suivre le vlog de la bouquinade qui en parlait un petit peu plus en longueur et voilà, ce qu'elle avait l'air d'en dire m'a séduite et me donne très envie de pouvoir découvrir ce roman. Je vais terminer avec les romans, notamment l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, tome 1. Alors là c'est comme pour Porcelaine sous les ruines, c'était un titre qui me faisait envie avant qu'il sorte en France. Je surveillais un petit peu de loin et j'avais envie de me le prendre, mais j'attendais quand même les retours. C'est souvent le cas quand j'ai des livres qui me tentent, même si ça fait un bout de temps qu'ils me tentent, et même si ça fait un bout de temps qu'on en parle même en VO, j'essaie toujours de tempérer mon enthousiasme en attendant une sortie française d'une part, mais aussi les premiers retours, ce qui fait que ça me permet d'affiner et de me dire est-ce que j'ai envie de lire ce livre tout de suite, donc de l'acheter en grand format, est-ce que je vais pas plutôt l'acheter d'occasion, l'acheter plus tard, voire même en poche, voire même en e-book. Voilà, il y a différents, ou même l'emprunter à la médiathèque, donc il y a différents stades, j'ai envie de vous dire, de hype. Et Porcelaine sur la ruine, comme l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, j'avais vraiment envie de les prendre, sauf que budget restreint faisant, je peux pas tout acheter non plus. Et donc, quand j'ai voulu m'occuper du cas Emily Wilde, bah, le livre il avait disparu et il n'y en a plus. Alors je suppose que le fait que ça soit en hardback fait que les éditions sont limitées dans le temps et qu'on a du mal aujourd'hui à les trouver.
ne perds pas espoir, hein. J'ai toujours des sagas, ça fait des années que j'attends les suites, donc je peux bien attendre un petit peu aussi pour celui-ci. Là on est sur Emily Wilde qui est douée dans bien des domaines. C'est une universitaire hors pair et une experte mondiale en dryadologie. C'est-à-dire qu'elle travaille sur sa première encyclopédie féerique. Et s'il y a bien un sujet qu'Emily ne maîtrise pas, ce sont bien les gens. Lorsqu'elle débarque dans un village nordique pour y étudier les recluses, donc les fées les plus rares du monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bembleby. Bembleby Wendell. Alors, il est soi-disant venu l'aider, mais apparemment c'est un petit peu l'empêcheur de tourner en rond. La love interest aussi, puisque je l'ai peut-être pas précisé, mais on est sur une romantaisie. De ce que j'ai compris du résumé et de cette très belle couverture, c'est qu'on a quelque chose d'un peu naturaliste, de quelque chose d'un peu tranche de vie, cosy, assez lent aussi dans le rythme, donc moi ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens que ça dérangeait, mais moi ça me va. À partir du moment où c'est pas redondant ou qu'on répète pas 50 000 fois les mêmes choses pour meubler, moi la lenteur ne me dérange pas. On parle de fées, de dryadologie, d'universitaire aussi, donc il y a un petit côté un peu études, mémoire, recherche qui m'interpelle énormément. On parle de village nordique, bref, il y a encore une fois tout un conglomérat de mots-clés qui forcément piquent ma curiosité et j'espère tomber dessus un de ces quatre. On va aller du côté des graphiques et de l'album jeunesse qui m'intéresse et qui m'intrigue le plus parmi tous les albums jeunesse que j'avais un peu repérés. Il s'agit de Petit Bonheur. Chaque année, la veille du Nouvel An chinois, la fée de la lune donne à tous les petits bonheurs un pouvoir magique de porter chance. Ensuite, tout brillant de douceur, ils s'envolent vers la terre pour y dispenser leurs bienfaits. Cette année, l'un d'eux, endormi, est arrivé en retard à la distribution. Il décide de partir quand même en se demandant qui va vouloir d'un petit bonheur dépourvu de magie. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle de peuple des petits bonheurs. Je crois que c'est un schéma sur la couverture, beaucoup de références à l'Asie. On nous parle de nourriture aussi, en tout cas sur la couverture. Bon, ma foi, c'est un petit album jeunesse absolument trop mignon qui me fait envie et que j'espère découvrir un jour parce que il a l'air top, il a l'air tout mignon, tout doux. Très sympathique aussi en termes de message, donc ma foi. Je suis curieuse de voir cette fois l'intérieur, donc voir les illustrations, les planches et de découvrir le texte qui s'y rattache. On va terminer cette sélection avec deux mangas. Je ne vais pas parler des sorties récentes de ce manga. Alors évidemment ce sont des tomes qui sont sortis entre janvier et mars. Il faudrait que j'en parle, mais je vais plutôt parler du premier tome parce que pas l'envie de spoiler en fait tout simplement ce qui va se passer dans ces tomes 4, 5 ou 6 ou 7, je ne sais plus à combien on en est dans ces sagas en question. Et qu'à l'évidence, avant de me précipiter sur le tome qui vient de sortir au mois de mars, il faudrait peut-être que je lise le premier tome. Nous avons donc le premier tome de La sorcière aux champignons. Luna, la sorcière, habite au fond d'une sombre forêt et fait pousser des champignons vénéneux sur son passage. Les villageois la craignent et la fuient, car ils ignorent qu'elle œuvre uniquement dans le but de les aider. Luna cache sa tristesse et tente de se satisfaire de sa condition, mais un jour, l'amour vient lui jouer des tours. On est donc sur un manga, je suppose, un peu tranche de vie. Vous avez vu le lien un petit peu champignon, naturaliste, faune, flore. On retrouve un petit peu Emily Wilde à travers cette saga. J'ai pas besoin d'en savoir plus, je crois que c'est un peu de tranche de vie, c'est très cosy, cocooning, réconfortant. On parle de sorcières, on parle de forêt. Il y avait encore une fois plein de mots-clés qui forcément font allumer plein de petites loupiottes dans mon cerveau et qui me donnent très envie de découvrir cette saga. Autre saga de manga qui me fait forte impression, il s'agit du Gros Chat et de la sorcière grincheuse. Jeanne est une vieille femme solitaire qui vit recluse au fin fond d'une forêt d'un monde fantastique. Elle qui autrefois a vaincu le roi des démons grâce à ses pouvoirs de sorcière vit aujourd'hui dans l'oubli le plus total. Pire, elle est considérée avec méfiance et dédain par tous les villageois.
Pour briser sa solitude, elle décide un jour d'invoquer une créature d'un autre monde. Et cette créature qui vient d'apparaître ne vole pas et ne crache pas du feu. Il s'agit d'un énorme chat, particulièrement mignon, mais qui n'en fait qu'à sa tête. Le titre m'avait grave donné envie de me précipiter dessus, et les différents retours, que ce soit sur Livre Addict ou Babelio, n'ont fait qu'accentuer mon enthousiasme au fil des tomes, puisque je crois qu'on doit être au 4 ou au 5e tome désormais. On est dans tout ce que j'aime, de la magie, de la sorcellerie, de la forêt. On est sur une rencontre, un duo improbable entre une sorcière qui est grincheuse, qui est un peu grumpy, grognonne, et un chat qui est particulièrement mignon, adorable. On est sur absolument toutes sortes de mots-clés qui m'ont donné grave envie de découvrir cette série, donc j'espère que ça sera le cas un de ces jours. Cette vidéo est désormais terminée, je vous ai présenté 12 titres qui me faisaient super envie dans ces mois de janvier, février et mars. N'hésitez pas à faire un tour dans la description, il y aura tout ce dont vous avez besoin, les titres, des liens, notamment l'article dont je vous parlais en début de vidéo, peut-être des liens vers les chaînes YouTube ou les blogs que j'ai cités ou qui m'ont donné envie de lire certains de ces livres dont je vous parle. L'espace commentaire, il est là également pour vous si vous avez des idées, vos achats préférés durant ces 3 premiers mois, si vous avez déjà lu ces livres ou non, s'ils vous tentent ou pas. Tout est fait, tout est là, vous n'avez plus qu'à faire votre choix en fonction de votre temps et de vos envies. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous souhaite de belles lectures et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!